let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. L'armée que l'unité populaire trouverait à ses côtés en arrivant au pouvoir était donc une armée dont bon nombre de cadres avaient été éduqués militairement et idéologiquement par les stratèges de la guerre au Vietnam. Le Pentagone est si sûr de la solidité à son point de vue de l'armée chilienne que le programme d'assistance technique sera maintenu pendant toute la durée du gouvernement populaire. Il sera même doublé. L'ambassadeur américain Cory, après avoir tout fait pour empêcher l'élection d'Allende, assiste à côté de lui aux parades aériennes. En nommant des officiers supérieurs à des postes de responsabilité, comme le général Bachelet qui coordonne le fonctionnement des RAPS pendant la crise d'octobre, ou le général Palacios qui en avril 72 dirige le ministère des Mines, l'unité populaire essaie d'intégrer les forces armées au développement du pays. En même temps, elle répond à leurs revendications économiques. Mais les sous-officiers et les soldats n'ont toujours pas le droit de vote. Le groupe mobile aboré est dissous, mais les carabiniers et corps de gendarmerie jouent toujours le rôle de force de l'ordre, et la définition de l'ordre suppose une définition du pouvoir. Le 5 août 1972, à l'aube, un détachement de police et de carabiniers, au cours d'une perquisition dans le campement Loemida, tue un jeune ouvrier. L'émotion est énorme. Allende juge l'événement assez grave et symbolique pour se rendre lui-même parmi les pobladores et leur parler. C'est une conversation entre révolutionnaires, dit-il. Pour la première fois dans l'histoire du Chili, un président vient chez vous et vous dit « Je suis le plus responsable ». Nous ne vivons pas une révolution complète, mais un processus qui se déroule en fonction de la réalité de notre pays. Nous vivons toutes les contradictions d'un régime capitaliste. Nous sommes au gouvernement, mais nous n'avons pas la totalité du pouvoir. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡El está en la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases, solo los plantean. Les élections législatives de mars 73 étaient attendues depuis le début de l'unité populaire comme un moment de vérité. Après l'échec de l'offensive d'octobre, une partie de la droite y a reporté ses espérances. Elle compte sur l'aggravation de la situation économique pour éroder les positions de la gauche dans les secteurs populaires. Si l'opposition parvient à remporter les 2/3 du Parlement, une procédure légale de destitution d'Allende peut être mise en route. C'est dans ce sens que le Parti national mène sa campagne. Pas seulement un nouveau congrès, un nouveau président. Au meeting des jeunesses du parti, Juan Ossa Bulnes. Comme tous les candidats du Parti national, il se présente sur la même liste que les candidats de la démocratie chrétienne. Le front électoral de la droite est reconstruit. Il a choisi un nom qui allait de soi, Confédération démocratique. La démocratie chrétienne, bien entendu, présente Frey. Très conscient d'avoir joué un rôle d'arrière-garde au moment des grands déferlements d'octobre, il mise beaucoup sur un retour en force au Parlement. Son grand thème est la nécessité du redressement économique, ce qui n'est pas mal trouvé pour un homme qui a quitté le pouvoir en laissant une inflation doublée, un taux de croissance réduit de moitié et une dette extérieure parmi les plus élevées du monde. Le coût de la vie a monté en 100%.
c'est la chiffre officielle du gouvernement, pas la chiffre de l'opposition. Et tout le monde est d'accord au Chili que dans cette année, l'inflation arrivera plus ou moins à 150%. Nous ne payons pas notre dette et toute c'est une crise très profonde. Je crois que la solution, c'est le jugement du peuple. J'ai proposé que les élections de mars tiennent le caractère de plébiscite et que tout le monde, démocratiquement, librement, accepte les conclusions de ce plébiscite. Si le peuple dit que tout va mal, il faut que le gouvernement change d'orientation, de politique, de structure. Il est probable que la logique des choses aurait ressoudé de toute façon l'union de la droite. Mais l'événement qui la date historiquement remonte à 1971. L'assassinat de l'ancien ministre de l'Intérieur de Frei, Pérez Surovic, par une prétendue organisation révolutionnaire dénoncée depuis longtemps par le MIR. C'est autour de la tombe d'un homme qui avait tout de même 8 morts sur la conscience que se firent les retrouvailles du Parti national avec l'aile droite de la démocratie chrétienne. En revanche, l'aile gauche du parti, avec Radomiro Tomic, le candidat de 70, suggérait la possibilité d'un dialogue. Plusieurs des initiatives du gouvernement de l'unité populaire sont vraiment bons pour le Chili et d'accord avec ces initiatives que nous proposons dans mon programme présidentiel. Si la mayoría de la democracia cristiana es consecuente con el programa que dice tener, si la mayoría de la democracia cristiana mantiene los planteamientos que hiciera el señor Tomic en la campaña presidencial, lógicamente que nosotros podemos entendernos con ellos. Además, deseamos entendernos con ellos. Cette relation ambiguë serait de la part de Frei un élément de chantage permanent, et pour la gauche une contradiction de plus. À l'époque des élections, certains secteurs du gouvernement partisans du dialogue étudiaient un projet de restitution d'usines saisies en octobre que certains travailleurs démocrates chrétiens repoussent avec autant de violence que ceux de l'unité populaire. Toujours le cercle vicieux de l'avance et de la consolidation. Le peuple avait tranché en octobre, il se prononce clairement en mars. 43,4% des voix, plus qu'aux dernières législatives, plus qu'à l'élection présidentielle, plus que Frei au milieu de sa présidence. C'est indiscutablement une grande victoire que la droite ne contestera que longtemps après et sans beaucoup de conviction. Mais déjà, certains se demandent si le destin de l'unité populaire n'est pas de toujours voir ses adversaires tirer plus vite les leçons de leur défaite qu'elles-mêmes de ses victoires. Vencemos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. ¡Unidad popular! ¡Venceremos! ¡Unidad popular! ¡Venceremos! Le 27 avril, les représentants de l'unité populaire et ceux du MIR sont présents à l'enterrement d'un jeune communiste. Un mort, 6 blessés, tous par balle. Ils se rendaient à un meeting de la CUT. On leur a tiré dessus depuis le siège de la démocratie chrétienne. La voie du dialogue semble close. Le point de départ de la nouvelle offensive sera le plan de réforme de l'enseignement. Ce projet parle d'assurer les mêmes chances à tous, de dépasser la division entre travail manuel et intellectuel, de combiner études et travail productif. Et toutes ces notions progressistes, une fois traduites en langage simple par « on vous prendra vos enfants et on les enverra à Cuba », fournissent un très bon détonateur à l'émeute.
La droite va tout de suite marquer un point dans cette offensive en y mêlant l'Église qui jusqu'alors était restée neutre. Le cardinal Silva Enriquez n'accuse pas le plan d'être marxiste. Il lui reproche seulement de n'être pas chrétien et cela suffit à faire de l'opposition la championne des valeurs chrétiennes. Mais la divine surprise pour la bourgeoisie, ce sera la grève del Teniente. À l'origine, une revendication économiciste. Pour compenser l'inflation, les salaires viennent d'être rehaussés de 100% dans tout le pays. Faut-il ou ne faut-il pas déduire de cette hausse les 41% d'échelle mobile dont les mineurs du cuivre ont le privilège? On se souvient de la position d'Allende contre l'institution d'une aristocratie ouvrière. Les mineurs del Teniente exigent les 100% plus l'échelle mobile. Le gouvernement refuse et c'est la rupture. En fait, un tiers seulement des travailleurs de la mine fera grève, mais pour la première fois, c'est une grève ouvrière. Et le mouvement des grémios de la petite bourgeoisie, qui sait qu'une des causes de l'échec d'octobre a été sa coupure totale avec la classe ouvrière, se dépêche de faire de ce nouveau combat son combat. Y fue una marcha dolorosa, porque partimos de Rancagua. Y cuando llegamos al puente sobre el río Maipo, detuvieron la caravana. Este conflicto revistió en Chile características de la mayor importancia. Aquí se produjo un apoyo incomestible, se produjo un apoyo gremial, se produjo un apoyo de la prensa que fue respaldando día a día a este gremio. Y todo esto se canalizó a través de nosotros. Lorsque les mineurs en grève, après les durs affrontements du Rio Maipo, entrent dans Santiago, ils sont reçus à bras ouverts par les représentants du parti qui faisaient tirer sur eux quand il était au pouvoir. Les militants démocrates chrétiens organisent des soupes populaires. Cette récupération d'une revendication ouvrière par ses ennemis de classe est un échec politique pour le gouvernement. Économiquement, c'est un désastre. Créame que no conozco la cifra exacta, pero aproximadamente para los ingresos, esto tiene que haber costado una cifra cercana a los 40 millones de dólares. La folie s'installe. La droite, qui a ses bons ouvriers, a son mauvais général. La loyauté de Prats envers le gouvernement en fait l'homme à abattre pour les plus excités. Le 27 juin, sa voiture est arrêtée, encerclée. Il doit tirer en l'air pour se dégager. La police arrête une femme de la haute bourgeoisie qui l'avait insulté. Rappelez-vous, vous avez vu ces images à la télévision fin juin 73. Vous vous êtes demandé ce qui se passait au Chili, pourquoi ces gens couraient, pourquoi ces soldats. Rappelez-vous, le commentateur de la télé disait « L'officier d'abord fait feu sur lui. Puis un soldat. Celui-là va le tuer. » Il a fallu 5 secondes au caméraman pour tomber. Non, ce n'était pas le coup d'État, seulement sa répétition. Presidente, en estos instantes con Portales. Adelante usted, el pueblo lo escucha. Pueblo de Santiago, hace un momento me dirigí a ustedes y al pueblo de Chile señalando la actitud sediciosa de un sector restringido del ejército. El general Prat está en su sitio, le corresponde. Y las fuerzas reales saldrán a actuar. Tienen orden determinante de proceder. Por lo tanto, llamo al pueblo. Llamo al pueblo convencido en que me escuchará. Debe movilizar. Llamo al pueblo para que esté en las fábricas, en las industrias, en las empresas y también en la calle. Que no haya ninguna provocación por parte del pueblo. El pueblo debe tener confianza en que las fuerzas reales pueden reprimir esto. Le détachement blindé qui avait attaqué le palais de la Moneda est neutralisé en quelques heures.
Il semble que d'autres putschistes qui devaient soutenir l'action se sont abstenus. Prats a désarmé lui-même les insurgés. On en conclut un peu vite que l'armée dans son ensemble reste aux côtés du peuple. Mais surtout, le putsch raté révèle brutalement à quel degré de violence l'opposition est capable de recourir. Le soir, la foule qui applaudit Allende réclame la dissolution du Parlement. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Les dirigeants de Patrie et Liberté, responsables politiques du coup manqué, se réfugient à l'ambassade d'Équateur. Ils y resteront 10 jours, quitteront le Chili et reviendront début septembre. Cette fois, la question du pouvoir populaire est posée au grand jour. Les cordons industriels sont pendant cette période la source continuelle d'initiatives et de discussions. Par la force des choses, ils tendent à devenir des organes de démocratie directe. El cordón hace un llamado a los trabajadores, estudiantes y pobladores, a todo el pueblo organizado, a permanecer unido y alerta para movilizarse en defensa del gobierno popular. Es imprescindible, ahora sin esperar un minuto más, robustecer los cordones industriales, comandos comunales, fortalecer la JAP, comandos campesinos, Federación de la CUT, Federación Estudiantiles, todo organismo de masa de poder popular, promover reuniones sindicales, elegir comités de vigilancia y seguridad en cada industria. Porque el trabajador, nosotros mismos, estábamos en contra de este gabinete cívico-militar. Si bien es cierto, claro que ha ido mano blanda del gobierno en muchas cosas que la hemos dado cuenta nosotros, lo que decía el compañero delante que se nos ha denominado de ultra, los cordones se han denominado de ultra, porque han expresado de esa manera la inquietud. No estamos contra el gobierno, estamos contra la burocracia. Entonces los trabajadores se han dado cuenta que hay burocracia. No es porque a ellos se les haya metido en la cara, sino que se han dado cuenta. El trabajador no acepta el cuoteo político. Que si hablan de participación, bueno, porque realmente no sean los trabajadores que nombren las personas encargadas de dirigir la empresa que son. La semana nomás salió, cuidado compañeros, los cordones no hay que hacer un paralelismo a la CUT. Nosotros nunca hemos dicho eso. Ahí nosotros que la Constitución la tienen los burgueses, pero también tiene que tener leyes que los favorezcan y darle con todo, pues, por ello nosotros, y ahí se ve. Yo creo que ya los trabajadores debemos plantearnos que pedir un plebiscito en cosas de esta calaña, y no en la situación que la reacción lo está planteando, y con movilización efectiva de los trabajadores, porque ya no podemos estar aceptando esta escalada día tras día. Esta situación lo venimos viendo, dijimos en octubre que iban a preparar uno nuevo más. Lo están calcando porque no tienen siquiera iniciativa para cambiar los hechos como los crearon en octubre. Y ahora los trabajadores debemos salir a pararle el carro definitivamente a esta gente y exigir un plebiscito al gobierno en cuestiones fundamentales, como es la ley de la reforma agraria, la situación del área social y la situación del abastecimiento directo para nuestros pobladores, para la clase trabajadora. La dirección del Comando del Cordón Cerrillo tiene que escuchar a los trabajadores y en los panfletos vaya la opinión de los trabajadores y no venga la opinión de ciertas personas nomás. Porque las cuestiones de aquí en adelante, compañeros, tenemos que hacerlas realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que enfrentarlos duramente. Nosotros después vamos a ver cómo vamos a enfrentar al Estado. Porque nosotros tenemos el Estado en contra de nosotros. Es un Estado burgués y que alguna vez tendremos que derrotarlo. Les partis de l'unité populaire reconnaissent le jaillissement de la base. Carlos Altamirano, secrétaire général du Parti socialiste, fait le 14 août un bilan sans complaisance de ce dialogue au bord du gouffre. Une autocritique est nécessaire. En face du comportement des travailleurs et de leur courage, nous devons reconnaître franchement que l'action du gouvernement et des partis de l'unité populaire ne s'est pas tenue à la même altitude, ni dans le domaine économique, ni dans le maniement de l'appareil d'État.
Nous devons répéter qu'il persiste une tendance néfaste à agir seulement dans la superstructure, au lieu de s'appuyer sur les masses et de stimuler leur mobilisation active. Répéter que la routine et le bureaucratisme continuent de peser sur la machine administrative. Répéter que nous n'avons pas tout fait pour en finir avec le système des quotas entre partis, pour remplacer les fonctionnaires incapables. Critiquer la négligence et extirper le spontanéisme. Châtier les responsabilités et punir sans ménagement les actes de corruption. Notre responsabilité historique comporte également la lutte opiniâtre contre le sectarisme et le divisionnisme, qui sont des vices incompatibles avec un comportement révolutionnaire. N'oublions jamais que nous vivons une lutte de classe, pas une lutte au sein d'une classe. La force irrésistible du peuple, en dépit des erreurs, des faiblesses et des échecs, a fait que sous le gouvernement populaire se sont accomplis des changements et des réalisations d'une importance extraordinaire. Mais plus encore que les changements et les réalisations concrètes, son véritable aboutissement est d'avoir libéré une tempête de forces sociales et politiques sans précédent. Nous avons éveillé un peuple, nous l'avons mis en marche, et rien ni personne ne pourra arrêter sa marche de géant. À partir de là, le rôle de l'armée devient déterminant. Uni ou divisé, allié ou ennemi. Faut-il l'apaiser au prix de concessions impopulaires ou la contrer en risquant la guerre civile? Pour qui n'a pas eu la responsabilité de ces décisions, le jugement après coup est trop facile. Mais l'hostilité des travailleurs, elle, repose sur l'expérience concrète. Une loi de contrôle des armes passée subrepticement en octobre permet aux militaires de perquisitionner sur simple dénonciation pour empêcher la formation de groupes armés quels qu'ils soient. Comme toujours, l'application de la loi est sélective. Des centaines de perquisitions ont lieu avec une brutalité inouïe dans les bastions ouvriers comme Soumar et 3 dans les organisations de droite. Celles-là, d'ailleurs, contrairement aux forces populaires, n'ont guère de problème pour s'approvisionner en armes. Il leur en arrive par la Bolivie, par le Brésil, en pièces détachées, sous les camouflages les plus saugrenus. Les services secrets américains ne négligent pas cette forme d'infiltration. Mais leur interlocuteur privilégié reste la marine chilienne avec laquelle le Pentagone a des relations organiques. Et ce n'est pas à l'aveuglette que la première victime militaire d'un assassinat depuis Schneider est l'aide de camp naval d'Allende, le commandant Araya, le seul homme qui pouvait l'informer directement sur l'état-major de la flotte. Avec les armes et les explosifs que l'armée s'obstine à ne pas trouver parmi les groupes d'extrême droite, une campagne de violence se déchaîne. Elle s'ouvre par un acte symbolique, la décapitation de la statue du Che. La suite est moins symbolique. En un mois et demi, 250 attentats ont lieu contre les voies de communication qui font 7 morts et des dizaines de blessés. Un tract de patrie et liberté appelle à la résistance ouverte au-dessus de tout intérêt d'ordre personnel. Les partisans de la droite sont incités à saboter autant qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent, particulièrement les biens de l'État. Les voies ferrées sont une cible désignée, ainsi que le gazoduc qui relie les raffineries du Sud aux provinces centrales. Le 13 août, au moment où Allende prononce à la télévision un discours dénonçant cette vague terroriste et annonçant que des mesures vont être prises, l'émission s'interrompt brusquement. Un pylône vient de sauter. Depuis le 27 juillet, les camionneurs se sont remis en grève. Cette fois, ils vont parquer leurs camions par centaines dans les grandes propriétés. Pour parer à la réquisition, ils sabotent eux-mêmes leurs véhicules en crevant les pneus, en ôtant des pièces. Le sabotage devient la forme de solidarité de toutes les organisations professionnelles. Une frénésie de destruction les propulse, depuis le médecin qui casse ses ampoules jusqu'au tractoriste qui casse son tracteur.
Réduit aux seules armes constitutionnelles, le gouvernement est un bélier qui s'oppose à une pieuvre. Le sous-secrétaire au transport, Aime Faivovic, entreprend lui-même de faire exécuter les réquisitions en forçant des barrages de camionneurs avec l'aide de l'armée. Mais une manœuvre est en marche pour le priver aussi de cette arme-là. La démocratie chrétienne met le gouvernement en accusation devant le Parlement et fait voter le 22 août une déclaration d'illégalité. Frey croyait ainsi préparer pour fin septembre son coup d'État constitutionnel. En réalité, cet arroseur arrosé vient d'offrir au coup d'État militaire la légitimité qui lui manquait encore. Señor presidente. Señor, dele permiso a la Cámara, por favor. Primero la dama, después usted. Gracias, compañero. Primero la dama. Señores de campo, por favor. Gracias. Claro. Señor, por favor, señor, mucha la buena mano. Bueno, ¿qué pasa? Hola, hombre, otra vez. Muy bien. Bien, aprobado. Le 9 août, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement qu'il définit lui-même comme celui de la dernière chance. 4 militaires en font partie cette fois, dont le général Ruiz Daniel, qui le quittera spectaculairement au bout de 8 jours. De plus en plus, il apparaît que le véritable pilier de l'alliance avec l'armée est le général Prats. La campagne contre lui devient extravagante. Des femmes d'officiers manifestent sous ses fenêtres. Le 21 août, la majorité du corps des généraux lui demande sa démission. Prats quitte son ministère et son poste de commandant en chef, où il est remplacé par un autre général que tous les livres sur le Chili écrits avant le 11 septembre 1973 classent parmi les officiers fidèles au gouvernement, Augusto Pinochet. Santiago, 24 de agosto de 1973. Orden de comando. Considerando A. Lo dispuesto en la orden comando número 6070, raya 35, raya 60. Prats sera assassiné le 30 septembre 1974 en Argentine, au moment où il rédigeait ses mémoires sur l'histoire de cette période. À Valparaiso, la marine est déjà pratiquement en rébellion. Retranchée dans ses bases, elle se livre à une épuration sauvage. Plusieurs centaines de marins et d'officiers mariniers de gauche sont arrêtés et torturés. À la dénonciation de ces actions exorbitantes, la justice navale répond en ouvrant elle-même un procès contre les secrétaires généraux du Parti socialiste, du MAPU et du MIR. Chacun sent que le temps s'accélère. Le 4 septembre, des manifestations ont lieu dans tout le Chili pour l'anniversaire de l'élection d'Allende. 1 million de partisans de l'unité populaire défilent à Santiago. C'est la plus forte démonstration de masse jamais connue au Chili. Creo que tendrá que ir consolidándose la unidad, tendrá que ir profundizándose la conciencia revolucionaria del pueblo, tendrán que ir creándose los organismos, no diré de poder paralelo, sino de poder popular, para coadyuvar al poder central, al gobierno. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. Depuis plusieurs jours, un registre est ouvert devant l'université catholique. Chacun est invité à signer pour obtenir la démission d'Allende. Depuis la proclamation d'illégalité combinée par Frey au Parlement, la droite vit un délire institutionnel. Il a dit qu'il démissionnerait si le peuple lui demandait. Nous sommes le peuple, nous lui demandons. Une fois de plus, les femmes sont à l'avant-garde. Le 5, au lendemain de la grande démonstration de l'unité populaire, elles manifestent au centre de Santiago. L'orateur principal est une femme de camionneur.
10 septembre au soir, la flotte quitte ostensiblement la rade de Valparaiso pour rejoindre en manœuvre la marine américaine. C'est l'époque de l'opération Unitas. Mais à l'aube du 11 septembre, elle est revenue au port. À 7 heures du matin, la radio annonce que la marine occupe Valparaiso et qu'un soulèvement militaire est en marche. À midi, l'aviation bombarde la Moneda. Allende commande lui-même la défense du palais présidentiel. Il se battra jusqu'au bout, casque sur la tête et mitraillette au poing, et le plus tenace défenseur de la voie pacifique sera le premier mort de la lutte armée. Se diga muy claramente y se puntualice en repetidas oportunidades ante por la radioemisora que por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, a cualquier hora y en cualquier oportunidad, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. ¿Cambio? Repita la última parte, se fusilará a 5. Le reste, vous connaissez. Les prisonniers, le stade, les fusillades, les milliers de morts, les corps repêchés dans le fleuve, les tortures, les camps de concentration et la vengeance versaillaise contre tous les foyers du pouvoir populaire, les usines, les cordons, les poblaciones.